Je vais essayer de vous parler d'un sujet d'actualité qui est ce fameux coronavirus qui nous empoisonne la vie. Je vais essayer d'utiliser des mots simples. Je vais essayer de répondre aussi à des questions. Et la seule chose que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas dialoguer avec le public, ce qui est sympa lors de la fête de lutte ouvrière. Bonjour Patrick Berche. Bonjour. Donc vous êtes médecin, vous êtes microbiologiste, vous avez été, je crois, chef de service à l'hôpital Necker, avant d'être, je crois, le doyen de la fac de médecine de Paris-Descartes, et puis d'être à la tête de l'Institut Pasteur de Lille. Et donc ces dernières années, vous avez beaucoup fait d'enseignements aussi sur l'histoire de la médecine. Et les gens qui assistent parfois au chapiteau scientifique de la fête de lutte ouvrière ont pu vous rencontrer puisque vous étiez venu à plusieurs reprises nous faire des exposés très intéressants. Je crois sur le dernier, c'était sur le cerveau, et puis précédemment sur l'histoire de la médecine, justement. Et donc aujourd'hui, on vous a proposé de nous parler, bien sûr, de l'épidémie en cours, coronavirus. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de vous parler d'un sujet d'actualité qui est ce fameux coronavirus qui nous empoisonne la vie. Je vais essayer d'utiliser des mots simples. Je vais essayer de répondre aussi à des questions. Et la seule chose que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas dialoguer avec le public, ce qui est sympa lors de la fête de lutte ouvrière. Bien, alors j'ai intitulé cette conférence l'émergence du SARS-CoV-2, c'est-à-dire du coronavirus, c'est le nom qu'on donne au coronavirus, et dans une perspective historique, c'est une histoire qui se répète. Alors vous voyez ce coronavirus au microscope électronique, on l'appelle comme ça parce qu'il a une espèce de couronne autour de lui qui est constituée de protéines, de spicules qui sont très importantes pour pouvoir rentrer dans les cellules et se multiplier. C'est un facteur de virulence essentiel du virus. Alors, tout ça, ça a commencé dans une ville de 11 millions d'habitants qu'on appelle Wuhan. Et on a vu apparaître dans cette ville, qui est dans une province presque aussi grande que la France, 58 millions d'habitants, une ville très polluée, comme vous le voyez. Ça, c'est en novembre 2020. Eh bien, on a vu cette épidémie et on appelle l'épidémie le Covid-19. Et maintenant, il est mieux de dire la Covid-19. Alors, l'alerte, la maladie a commencé vers le 1er décembre 2019 avec un patient officiel, une pneumopathie inconnue, atypique, comme on dit. Le 30 décembre, il y a ce médecin qui s'appelle Li Wenlian, qui a alerté 7 collègues médecins dans un forum de discussion. Il était ophtalmo et il leur a dit de se protéger contre ce nouveau virus lors des consultations parce que lui-même risquait d'être infecté. On l'a arrêté momentanément et on lui a dit qu'il fallait pas raconter des choses fausses par Internet. Et le 2 janvier, le nouveau virus a été pour la première fois amplifié par un test dont vous avez souvent entendu parler, qui s'appelle la PCR, on dit aussi RT-PCR, chez 41 patients sur 59. Le 7 janvier, le virus a été identifié. Le 9 janvier, le premier décès est apparu et le 14 janvier, le deuxième décès, 2 personnes qui étaient âgées de 61 et de 69 ans. Le 11 janvier, on a publié le génome du coronavirus et le monde entier a pu bénéficier de la connaissance du virus, de ce virus, grâce à la séquence, c'est-à-dire à la composition en acide nucléique de ce virus. Et le 20 janvier, l'annonce a été officielle et transmise à l'OMS qu'il s'agissait d'une épidémie de pneumonie par transmission interhumaine. Le pauvre médecin est mort, comme tous les journaux en ont parlé, du coronavirus à l'âge de 34 ans, le 7 février suivant. Alors l'épidémie de Wuhan, elle a donc commencé très certainement avant décembre, elle a commencé probablement vers le 17 novembre, il y a d'autres théories qui disent que ça a commencé un peu plus tôt, le premier cas. Puis, il y a une zone, la courbe est très plate. Puis, le 15 décembre, il y avait 27 cas. Le 20 décembre, il y avait 60 cas. Et ensuite,
l'épidémie a augmenté pour prendre des proportions très très importantes, comme tout le monde en a entendu parler. Ça, c'est le premier foyer qui est apparu, et par un manque de chance incroyable, c'était au moment des fêtes de Nouvel An chinois, et donc juste avant le confinement qu'on appelle lockdown, et il y a 5 millions de Chinois qui ont quitté Wuhan pour aller se disperser dans tout le pays à l'encontre, pour aller rencontrer leur famille. Ça, c'est vraiment un coup de malchance qui a fait que l'épidémie s'est répandue un peu partout, en Chine, puis dans le monde entier. Alors, la maladie qu'on appelle le ou la Covid, pour coronavirus disease 19, cette maladie, elle est assez banale finalement. Après une incubation de 3 à 5 jours, et qui peut durer jusqu'à 14 jours, mais la plupart du temps, c'est 3 à 5 jours, on voit les symptômes de la maladie, la plupart du temps bénins, dans 85% des cas, avec une maladie qui va durer 7 à 10 jours et qui guérit spontanément. C'est la fièvre, la fatigue, les maux de tête, la toux sèche, parfois des éternuements, parfois de la diarrhée. Et souvent en Europe, on voit 2 signes très caractéristiques qui sont la perte du goût et de l'odorat qu'on appelle dans le jargon médical l'anosmie et l'agueusie. Alors il existe 15% de formes graves qui durent 2 à 3 semaines avec une gêne respiratoire, et dès qu'il y a une gêne respiratoire, il faut aller à l'hôpital. Il faut appeler le 15 et aller à l'hôpital. La gêne respiratoire peut s'aggraver avec une détresse respiratoire, surtout à partir du 7e, 8e jour, avec un moment qui est une réponse immunitaire intense qui donne ce qu'on appelle souvent l'orage cytokinique, qui est une réaction inflammatoire intense qui peut entraîner la mort rapide du patient avec une défaillance multiviscérale. C'est comme ça que la plupart des 25 000 patients qui sont décédés, c'est d'une détresse respiratoire aiguë. Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que les personnes de moins de 15 ans sont pratiquement épargnées. Il y a très peu de personnes de moins de 15 ans et pratiquement pas d'enfants qui vont à l'hôpital, moins de 1%. Entre 15 et 44 ans, il y a 16% de patients. Entre 45 et 64 ans, il y a 43% de patients. Et au-delà de 65 ans, 59% de patients. Et alors, autre chose assez étonnante, c'est qu'on a plus d'hommes que de femmes, nettement plus d'hommes que de femmes, 59% d'hommes pour 41% de femmes. Et quand vous voyez les taux d'hospitalisation que j'ai figurés ici, vous voyez que au-dessus de 60 ans, on a pratiquement tous les patients au plus de 60 ans. Avant, c'est 8%, 4%, 3%, 1%, 0%. Donc, c'est une maladie qui a déjà une cible précise, à savoir les personnes âgées et les personnes fragiles qui ont une comorbidité, en particulier un diabète, de l'obésité, une hypertension ou bien un cancer traité par chimiothérapie. Alors, la différence entre les hommes et les femmes est expliquée par le fait que les femmes ont une meilleure réponse immunitaire parce qu'elles ont 2 chromosomes X, et sur le chromosome X, il y a un gène qui entraîne, qui permet une meilleure réponse anticorps. C'est peut-être aussi pour ça qu'elles vivent beaucoup plus longtemps que les hommes en général. Alors, les formes mortelles, eh bien, ça donne ça, un poumon blanc, et les gens ne peuvent plus respirer, ils ont une anoxie aiguë. C'est une mort difficile parce que vous ne pouvez plus respirer, et c'est à partir du 7e, 8e jour, alors que les signes cliniques étaient assez banals. Il peut y avoir des accidents thromboemboliques, et puis les 2 tiers des décès sont chez les personnes âgées ou atteintes de comorbidité que j'ai citées tout à l'heure, affection respiratoire, diabète, obésité par exemple. Alors la mortalité entre hommes et femmes, ici j'ai mis un tableau où vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'hommes, il y a un facteur âge qui est fondamental, vous avez très peu de risques avant 50 ans, beaucoup de risques après 50 ans. On ne sait pas encore pourquoi, mais c'est vraiment les personnes âgées et les personnes fragiles qui sont susceptibles d'avoir des décès. La plupart du temps, la maladie reste bénigne chez 85% des patients, et d'après les simulations, la létalité est de 0,6%. La létalité globale, elle est donc très faible, vous voyez. Pour vous donner un exemple, la grippe saisonnière a une mortalité de l'ordre de 0,1% chaque année. Elle fait 6 à 8 000 morts. Ici, c'est 6 fois plus à peu près. Et vous voyez, on est un peu dans ces chiffres-là, avec une fragilité particulière pour les aînés.
Alors, la maladie est très contagieuse. Ici, j'ai pris une photo assez pédagogique, une image assez pédagogique, pour vous comparer certaines maladies infectieuses. Alors, la maladie infectieuse la plus contagieuse et la plus redoutable pour ça, c'est la rougeole, où une personne peut contaminer, un enfant rougeoleux peut contaminer 15 à 20 personnes. La coqueluche est très contagieuse, les oreillons moins. Le SRAS, l'épidémie qui a eu lieu en 2002 était assez contagieux, comme vous voyez, mais pas autant contagieux que le coronavirus, où on estime que ici ce chiffre est un peu faible, c'est entre 2,5 et 3%, et 3,5, c'est-à-dire qu'un patient contamine en moyenne 3,5 autres patients. Il y a certains patients qui peuvent contaminer, on les appelle les super infectieux, qui peuvent contaminer 10 personnes. La grippe, c'est 1 à 3 et Ebola, c'est 1 à 2. Alors, l'extension de l'épidémie, qui va devenir une pandémie. On parle d'épidémie quand c'est localisé à une région, et on parle de pandémie quand ça atteint le monde entier, et nous sommes en face d'une pandémie. Eh bien, voilà l'extension en Chine. Le foyer initial est à Wuhan, et par le train, par les avions, les patients symptomatiques ou pas symptomatiques, j'y reviendrai tout à l'heure, ont contaminé à peu près toute la Chine et les pays limitrophes, Taïwan, la Corée du Sud notamment. Et vous voyez, ces foyers épidémiques se sont aggravés et Hubei, qui est la région où est Wuhan, a eu 67 803 cas, dont 3 312 décès. Et dans la Chine, la déclaration officielle est de 84 287 et 4 642. Alors, la plupart des gens pensent que ces chiffres ont été minimisés, qu'ils sont plus importants, mais ça ne sert à rien de polémiquer. Et l'épidémie est partie de Chine apparemment et elle s'est disséminée malheureusement dans le monde entier. Alors voilà Wuhan, entre le 23 janvier et le 8 avril, les Chinois ont pris des mesures absolument drastiques et presque policières. On n'a pas le droit de quitter chez soi et on vous amenait la nourriture à domicile. Moyennant quoi, ils ont contenu cette épidémie. Et ici, vous voyez, Wuhan n'a plus de pollution du tout et personne dans les rues. C'est assez incroyable. Mais ça a été d'une efficacité extraordinaire puisqu'ils ont réussi à stopper une épidémie qui aurait pu embraser l'ensemble du pays de 1,4 milliard d'habitants. Et alors, on a regardé depuis notre pays, et les pays européens peut-être avec une certaine curiosité, mais sans du tout comprendre ce qui se passait, les Chinois en train de construire, en préfabriquer en quelques jours des hôpitaux. Il y en a 2 qui ont été construits à Wuhan. Ici, ce sont les grues qui construisent les hôpitaux jour et nuit, sans aucune interruption. Ici, des hôpitaux de 2000, 3000 lits qui étaient construits en quelques jours avec des préfabriqués. Et ils ont improvisé dans le centre de conférence de Wuhan, vous voyez, des lits pour les malades. Et je vous montrerai tout à l'heure des photos de la guerre de 14, enfin, des photos de la grippe de 1918, où on a exactement les mêmes photos qui peuvent se superposer. Alors, une indication extrêmement importante pour nous, c'est l'évolution de l'épidémie en Chine, parfaitement maîtrisée par, certes, des moyens assez durs pour la population, mais qui ont certainement sauvé des centaines, voire des millions de vies. C'est le confinement qu'ils se sont imposés, beaucoup plus drastique qu'en France. Et vous voyez, cette courbe, elle dure à peu près 10 semaines, elle est montée pendant à peu près 6 à 8 semaines, puis elle est descendue pour disparaître complètement, plus de patients vers le 25 mars. Donc, on considère que le pic était à 6 semaines et qu'il a fallu 10 semaines pour pour maîtriser l'épidémie. Il est probable que ce sera un schéma assez similaire qui se verra dans notre pays, mais on en rediscutera tout à l'heure. Alors, l'épidémie devient une pandémie, c'est-à-dire qu'elle s'étend sur le monde entier, et cela est dû essentiellement au transport aérien. Voici le chiffre des transports aériens. En 2019, figurez-vous, et c'est incroyable, qu'il y a 4,3 milliards de personnes qui ont pris l'avion en une seule année. Et vous voyez, ces transports en avion connectaient très fortement la Chine avec l'Europe et avec les États-Unis. Avec l'aéroport de Londres, Heathrow, vous aviez
parfois 15 vols par jour avec San Francisco, avec Los Angeles, je veux dire, New York. Il y avait de très nombreux vols en provenance de Shanghai et de Wuhan, et avec l'Europe, c'est exactement pareil. En revanche, vous voyez, l'Afrique a été très peu touchée parce qu'elle a beaucoup moins de connexions. L'Amérique du Sud a été un peu touchée, mais cette temporalité différente correspond au degré, si je puis utiliser ce mot, d'ensemencement des populations à partir du foyer chinois. Et donc, au 25 février, vous voyez déjà le Canada, les États-Unis, la Russie, la France, toute l'Europe et une partie du monde ont été touchés. Très rapidement, au 22 avril, vous voyez, le monde entier est touché. Et l'Afrique commence à être touchée. Et si j'ai l'occasion, je reviendrai sur l'Afrique, mais elle est peu touchée pour plusieurs raisons. Les transports, d'une part, la jeunesse de la population, ça n'atteint pas les gens jeunes, ça ne tue pas les gens jeunes et il n'y a pas beaucoup de morts. Et peut-être le polyparasitisme de la population et les mesures de confinement. L'Afrique nous a étonnés parce qu'on craignait une catastrophe et finalement, sous réserve de sous-déclaration, mais l'Afrique semble pour le moment peu touchée, peut-être parce qu'ils ont fait des mesures comme le port de masque assez rapidement. Alors la France, eh bien, en France, il y avait deux problèmes majeurs en France. Premièrement, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, on n'y a pas cru, et on a eu 2 ou 3 événements qui ont brusqué les choses. On n'était pas prêt parce que en janvier 2020, nous n'avions pas de masque, nous n'avions pas de PCR, pas les moyens de faire la PCR. Nous n'avions pas moyen de fabriquer les masques. Le pays n'était pas prêt à cette pandémie. Deuxièmement, il y a eu un retard à l'allumage important. C'est-à-dire qu'on a regardé avec curiosité, et je ne jette pas la pierre, peut-être on a sous-estimé cette épidémie en Chine, et donc on a commencé à s'en inquiéter plutôt alors qu'on a eu des cas en janvier. On a eu 2 Chinois dont un monsieur âgé qui est mort à Paris, et on a eu ensuite quelques cas au mois de février, mais on ne s'est pas intéressé à ça. Et rétrospectivement, on sait qu'on a même eu des cas dès décembre en France. Le 27 décembre, il y a eu un cas qui a été rétrospectivement identifié. Alors, l'autre facteur, donc la non-préparation, on n'y croyait pas trop. Et puis, l'autre facteur, ça a été 2 événements vraiment mauvais pour notre pays. Une réunion évangélique à Mulhouse qui a réuni à peu près 2500 personnes pendant 4 à 5 jours, qui étaient les uns contre les autres, si je puis dire, et qui se sont ensuite dispersés dans l'ensemble du pays, allant jusqu'en Corse et en Guyane, et certains venaient de l'étranger, et donc on a eu un foyer initial à l'est du pays, dans la région de Mulhouse, en Alsace. Un autre événement très malheureux, c'est ce qui s'est passé dans l'Oise à cause d'aéroports de Beauvais de Creil, des aéroports militaires qui ramenaient les Français en provenance de Chine, qui rapatriaient des Français, ce qui explique le foyer dans l'Oise et qui a ensuite s'est disséminé à l'Île-de-France. Alors, ces événements sont des espèces d'explosifs qui ont déclenché une très forte épidémie. Cela est survenu également en Italie, en Lombardie, avec de fortes connexions avec la Chine, et aussi, malheureusement, en Espagne, à cause d'un match de foot qui a eu lieu à Milan, où des milliers de supporters espagnols sont allés à Milan en pleine épidémie et ont ramené le virus en Espagne. Ça s'est passé aussi en Angleterre à cause de l'aéroport d'Heathrow à Londres, qui explique très bien que l'Angleterre a été très fortement touchée. Elle a le plus fort taux de décès actuellement pour d'autres raisons aussi. En revanche, l'Allemagne n'a pas eu, par exemple, ces facteurs déclenchants, et ce qui explique en partie qu'elle a été plus préservée. Alors, voici le nombre de cas tous les jours en France depuis, vous voyez, les premiers cas répertoriés. Il y en a eu en février, mais ils étaient sporadiques. Mais les premiers cas, c'est début mars. L'alerte pandémique de l'OMS, et on l'a beaucoup reproché à l'OMS, arrive le 12 mars. Et le confinement a été déclaré en France le 17 mars parce que la situation était très sérieuse. Et vous voyez qu'on est monté jusqu'à 18 000 cas
par jour en France. Puis le confinement. Alors vous voyez, le confinement n'a pas eu un effet immédiat. Il a fallu attendre 8-10 jours avant de voir l'effet, la baisse ici du nombre de cas, et avec un certain délai, la baisse du nombre de décès, parce que les personnes contaminées vont mourir après le 7e jour, plutôt vers le 14e jour, voire le 21e jour. Donc on a toujours un décalage. Alors, toujours est-il qu'on a descendu ici à 700-800 cas, vous voyez, au 21 avril. Alors ça, c'est la courbe française de l'épidémie avec le nombre de cas en bleu et le nombre de décès en rouge. Vous voyez, on a déploré quand même beaucoup de décès. Le confinement a eu indubitablement un effet très positif. Il a réussi, comme avaient fait les Chinois, à arrêter l'épidémie. Mais à quel prix? Vous voyez, la tour Eiffel ici, sans pratiquement personne en vue, et puis, ces mesures de confinement, alors je me permets de les rappeler, c'est qu'il faut se laver les mains. C'est très, très important parce que le virus persiste assez longtemps dans l'environnement, 1, 2, 3 jours, et il est très résistant dans l'environnement. Donc, il faut se laver les mains sans arrêt. Avec du savon, ça suffit et on arrive à s'en débarrasser. Il faut porter un masque. Alors, si on est un médecin ou une infirmière eh bien, il faut porter un masque FFP2 quand on est en contact direct avec des patients, sinon un masque chirurgical. Et pour le grand public, c'est des masques agréés je reviendrai tout à l'heure sur les masques qui sont quand même très, très utiles et je vous démontrerai pourquoi. Alors ensuite, il ne faut pas se rassembler, bien entendu. Alors voici la situation au 22 avril. Qui montre les patients en réanimation. Vous voyez, on est passé de 1200 patients en réanimation à 7149. Le nombre de lits en réanimation en France est de 5000 lits. Et vous voyez qu'on a dépassé ce nombre de lits qui sont indispensables pour réanimer les patients. Si on ne peut pas réanimer les patients, la mortalité, elle monte énormément. Et on peut à beaucoup de patients leur faire passer ce stade très difficile du 7e, 10e jour et on en récupère beaucoup grâce à la réanimation. Et la réanimation a fait au cours de cette épidémie de très nombreux progrès, les médecins connaissant mieux maintenant la maladie. Et donc on a créé 3000 lits de réanimation en plus et on a transféré des patients à travers toute la France, mais aussi en Allemagne. Il y a une coopération assez bonne. Actuellement, on est dans les 3000, je pense qu'il y a 2500 personnes en réanimation. Vous voyez la courbe des décès. Alors cette courbe monte fortement ici parce que en fait, on a répertorié les décès en EHPAD à partir de cette date-là. Donc il y a une sous-estimation certainement du nombre de décès, mais on est redescendu. Actuellement, on est à 200 décès ou 160 décès par jour. Et vous avez le nombre de nouvelles admissions en réanimation. Bon, peu importe. Ce qui veut dire que on est passé à côté de la catastrophe et au point de vue réanimation, on aurait pu avoir beaucoup plus de morts. Et il faut savoir aussi que ces morts sont sous-estimées, qu'on saura le chiffre exact par la suite parce qu'on ne compte pas les morts à domicile et on ne compte que les morts qui sont diagnostiquées par une PCR. Beaucoup de personnes meurent sans avoir de PCR. Donc la Santé publique France calculera la vraie mortalité à partir des certificats de décès et on peut compter qu'il y aura au moins 10 à 12 000 morts en plus des morts officielles à l'hôpital et en EHPAD. Alors ça, c'est une carte intéressante qui montre que la France est coupée en deux. Et pourquoi elle est coupée en deux? À cause du confinement. Parce que vous voyez, ici, c'est les départements, ici, c'est le nombre de décès, je crois, par million. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Nombre de décès par million. Et vous voyez, c'est l'Est, le Nord de la France, et puis la région de Lyon et l'Île-de-France qui ont été les plus touchés. Et les autres départements ont été très épargnés. Et ça, c'est lié au confinement. Si on n'avait pas confiné, comme dans la grippe, on verrait un pays entièrement rouge. Donc, heureusement qu'on a confiné. Alors ça, c'est une autre. À droite, c'est une carte intéressante parce qu'elle montre un des dégâts collatéraux du Covid-19, à savoir, les gens ne vont plus voir leur médecin, ils ne vont plus aux urgences, ils ne se soignent plus depuis 2 mois. Et on a par exemple, les Deux-Sèvres,
c'est la surmortalité calculée à partir des certificats de décès. Ici, vous avez les Deux-Sèvres qui a pratiquement pas été touché par le Covid, qui a une surmortalité qu'on estime être liée au non-soin. Les gens qui ont un infarctus, les gens qui ont un AVC, un accident vasculaire cérébral, ne sont pas soignés. On ne vaccine plus les enfants. 50% des enfants ne sont pas vaccinés. Des jeunes enfants à 3 mois ne sont plus vaccinés. Toutes sortes de choses qui sont la conséquence directe de l'épidémie. Donc, voilà le bilan au 7 mai. On a eu 137 000 cas confirmés, et certainement, évidemment, beaucoup plus que ça, parce que ça, c'est des cas uniquement confirmés. 25 987 morts, mais beaucoup plus, dont un tiers en EHPAD, les personnes âgées, mais beaucoup plus en réalité, car les morts à domicile ne sont pas comptés, et puis uniquement les morts par PCR sont comptés. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, la réanimation, on a eu 2961 morts en réanimation 2961. On estime que c'est entre 10 et 30% des gens qui vont en réanimation qui meurent. Et donc, vous voyez, la mortalité en EHPAD a été considérable. Et là, il y a eu un vrai problème parce que les soignants, d'une part, il y a eu 12 000 soignants qui ont été infectés et les soignants n'avaient pas de masque souvent. Et évidemment, malheureusement, les personnes âgées, au début tout du moins, n'avaient pas de masque. Donc, on a été totalement dépourvus dans une situation de grande fragilité au début de cette épidémie. Alors finalement, on arrive à cette France coupée en deux, alors qui correspond donc au confinement, au résultat des confinements, des régions très très épargnées et des régions qui ont été touchées, particulièrement la Seine-Saint-Denis, toute la région parisienne qui ont été très touchées, et l'Est de la France, les Hauts-de-France aussi. Alors ce rouge correspond au nombre de nouveaux malades, donc le virus circule dans cette région-là, à la capacité de réanimation. Donc si on considère que il faut que qu'on puisse prendre en charge par réanimation, qu'il faut assez de lits de réanimation et la capacité de test. Bon, maintenant, on a le nombre de tests suffisant, les lits de réanimation ne posent plus de problème, sauf en cas de résurgence. Et donc, on a à peu près le lieu où circule le virus, où il faut être plus vigilant qu'ailleurs, certainement. Alors, après vous avoir parlé de la maladie, après vous avoir parlé de la transmission de la maladie et du problème que ça pose dans le monde et en France, je vais vous dire quelques mots de ce qu'on sait du virus. Donc, je vous ai dit que c'est un virus avec des spicules autour qui permettent à ce virus d'entrer dans nos cellules. Essentiellement, il est transmis par voie respiratoire. C'est un coronavirus, c'est une famille de virus qu'on connaît. Il y en a 4 qui circulent depuis des décennies en France et qui sont très bénins, qui donnent chez les enfants des rhumes de cerveau. Ils portent le nom de 229E, OC43, etc. Donc, on les connaît très bien. Et ils donnent une immunité qui dure 2 à 3 ans à peu près. On a des épidémies tous les 4 ans avec ces virus-là. Certains coronavirus peuvent donner des infections graves. On en connaît 2 déjà. Le SARS-CoV, tout court, on l'appelle CoV-1 parfois, de 2002-2003, qui avait tué avec une mortalité très élevée de l'ordre de 7,8%, mais qui était beaucoup moins contagieux, semble-t-il. En tous les cas, il était contagieux, il n'y avait pas de porteur sain et il ne donnait pas de contagion pendant la période où les gens toussaient, mais après quelques jours seulement, ce qui explique probablement qu'il a été facilement contenu. Et puis, il y a le MERS, qui est un virus qu'on ne rencontre pratiquement qu'en Arabie Saoudite et qui a une mortalité très élevée de 34%, mais heureusement, il est très peu contagieux. Il a quand même donné une épidémie en Corée du Sud en 2015 avec 154 patients, dont 19 décès. Donc voici le virus qui se multiplie dans le cytoplasme des cellules. Les virus, c'est des tout petits fragments d'ADN. C'est un virus ARN qui mesure environ 30 000 paires de bases et qui code pour 7 ou 8 gènes seulement. Alors d'où vient ce virus ? Eh bien, ce virus vient des chauves-souris. Dès qu'on l'a séquencé, ici c'est un arbre généalogique, on dit un arbre phylogénique dans le jargon, et vous voyez le virus ici est figuré en rouge, le
le SARS-CoV-2, celui qu'on a actuellement, responsable du COVID-19, eh bien, il est très très proche du SARS de 2012 et très proche d'un virus de chauve-souris, ici. Et on a même identifié la chauve-souris avec précision. Et on sait maintenant qu'il possède plusieurs gènes provenant du pangolin. Le pangolin, c'est un animal très bizarre. C'est un mammifère à écailles qui est très prisé en Chine utilisé notamment dans la pharmacopée chinoise et qui a des écailles. Donc on prend les écailles de cet animal et on en fait des poudres, etc. Donc c'est probablement pas le pangolin. Il s'agit d'une recombinaison entre un virus de chauve-souris et un virus de pangolin. Donc, alors après, on a dit qu'il avait été fabriqué, c'est peu probable. Tout le monde à peu près est d'accord pour dire que ça vient de la chauve-souris et que c'est un virus qui, à la suite d'une recombinaison accidentelle, a été transmis à l'homme par contact avec un animal comme le pangolin ou peut-être un autre mammifère inconnu. Alors, le virus, alors je vais être court là-dessus, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais le virus, vous voyez ici, c'est une toute petite particule. Quand il pénètre dans notre gorge, quand on se contamine avec, il va s'accrocher tout de suite à des récepteurs spécifiques et il va pénétrer dans une cellule et là, il va se multiplier à toute vitesse et il va liser les cellules, il va les détruire très rapidement et aller coloniser d'autres cellules et de proche en proche, il va gagner les alvéoles pulmonaires où il va détruire chez certaines personnes les alvéoles pulmonaires. Alors, il faut quand même savoir, je le répète, que dans 85% des cas, la maladie va guérir. Vous commencez à tousser, vous avez un peu de fièvre, 2 ou 3 jours plus tard, vous guérissez. Donc, il y a une réponse immunitaire excellente et c'est ce que vous montre la droite. Il y a la figure de droite. Le virus rentre, mais il est détruit par les défenses immunitaires. Malheureusement, chez certaines personnes, 15%, parfois des jeunes, c'est rare chez les jeunes, le virus entraîne une réponse inflammatoire intense. Et là, il y a une difficulté à respirer, une détresse respiratoire, et le virus peut entraîner une mortalité importante. Donc ça, c'est le cas de droite où il y a une production énorme de cytokines qui sont des molécules produites par les lymphocytes inflammatoires qui vont expliquer la fièvre, qui vont expliquer la destruction des tissus, en particulier pulmonaires, et qui font que la maladie peut être mortelle. Mais je voudrais vous dire aussi que grâce au progrès de la réanimation, on peut sauver beaucoup de gens, même très âgés, qui sont atteints de Covid-19 dans une forme de détresse respiratoire. Donc il y a d'énormes progrès qui ont été faits au cours de ces dernières semaines pour traiter symptomatiquement, bien que nous ayons pour le moment aucune molécule capable de détruire le virus de façon certaine. Alors je vous rappelle donc que le Covid-19 entraîne une immunité protectrice. 85% des patients symptomatiques guérissent spontanément. Aucun cas documenté de récidive ou de rechute. Tout ce qu'on a vu, c'est quelques cas qui étaient guéris mais qui avaient une PCR positive 15 jours ou 3 semaines après. Et ça, on sait maintenant que c'est des virus qui n'étaient pas viables. On a essayé de les cultiver. C'est des particules d'acide nucléique qu'on peut détecter mais qui ne sont pas viables. Donc le message ici, c'est qu'il n'y a pas de rechute. Quand vous avez fait le Covid, vous êtes immunisé. Mais on ne sait pas pour combien de temps, car on n'a pas assez de recul. On pense que ça peut durer 1 ou 2 ans, mais pour le moment, personne ne peut répondre à cette question. C'est une des choses qui restent inconnues. Alors l'immunité se fait par des anticorps neutralisants et aussi par une réponse avec nos lymphocytes qui détruisent les cellules infectées et donc vont débusquer le virus là où il se multiplie et qui vont permettre la guérison. La durée de la protection n'est pas connue, comme je vous le disais, et des données expérimentales chez le macaque. Alors le macaque, vous savez que c'est un primate, mais les primates, certains primates sont très très proches de nous, ils ont 1% de différence dans leur génome, et ces primates font une maladie bénigne comme nous, et vont guérir comme nous, et lorsqu'on les surinfecte expérimentalement, ils se débarrassent du virus. Donc les patients qui ont fait le Covid ne sont plus contagieux, sont protégés et ne transmettent très certainement pas le virus.
Et le fait d'avoir été en contact peut se détecter par une sérologie, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Alors, l'épidémiologie et la transmission, eh bien, il faut savoir la situation en France. Le taux de mortalité, je vous l'ai dit, était de l'ordre de 0,5 à 0,6%, avec une forte mortalité chez les personnes âgées, et ça peut monter à 8% chez les personnes âgées, alors que chez les moins de 10 ans, c'est 0,01%, 1 pour 10 000 à peu près, c'est très rare. Le R0, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées, c'est 3,3 d'après cette publication de l'Institut Pasteur, avec le fait qu'on est confiné a réduit de 84% le nombre de cas et on est passé à un taux de contagiosité de 0,5, c'est-à-dire que maintenant, tant qu'on est en dessous de 1, le R0 en dessous de 1, eh bien on baisse et on va voir peut-être disparaître, peut-être momentanément, le virus. Et donc, on considère qu'il y a 5,5% de la population, c'est-à-dire 3,7 millions de personnes qui étaient en contact, mais ça veut dire qu'il nous reste 63 millions de personnes qui sont sensibles. C'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant. Là, ce n'est pas fini. En tous les cas, il faut rester très, très vigilant. Alors, les masques, c'est très, très important pour contenir la maladie. Vous avez 3 sortes de masques. Les masques pour les professionnels. Les professionnels, j'inclus tous les personnels de santé, mais aussi les hôtesses d'accueil, toutes les personnes qui sont très en contact avec d'autres personnes susceptibles d'être malades. Donc, c'est les masques FFP2 qui sont assez pénibles à porter parce qu'on a du mal à respirer avec eux au bout de quelques heures. À côté de ça, mais ils protègent parfaitement. Il faut mettre en plus des lunettes. On est en contact avec des patients, mais ils sont très, très protecteurs. À côté de ça, il y a les masques chirurgicaux qui sont ceux qui pourraient être portés par un chirurgien en train d'opérer, qui protègent bien, mais qui sont moins protecteurs que le FFP2. En contact avec des patients qui toussent, il faut porter ce masque-là. Enfin, les masques grand public, que j'appelle anti-postillons, qui sont très importants à porter. Et l'Académie de médecine préconise que tout le monde, ce port de masque soit obligatoire, en tous les cas pendant quelques semaines, pour tout le monde. Alors, quand vous portez un masque, vous émettez des postillons. Quand vous ne portez pas de masque, je veux dire, vous émettez des postillons qui se propagent à 1 mètre, à 1,50 m environ. Pendant 1 minute, vous postillonnez 35 000 particules, 30 000 particules à peu près. Donc, vous voyez, c'est considérable. Et à côté de ça, vous émettez des aérosols. Alors, dans le cas de la grippe, on considère que les aérosols ne sont pas contagieux. On pense que c'est pareil, heureusement, pour le Covid-19. Mais on n'a pas la certitude. Alors, l'importance du masque, vous allez le voir sur cette diapositive. Ici, vous avez en haut les pays européens et les États-Unis, je crois que j'ai mis, oui, où le masque n'a pas été porté. Et dans la population, il n'a pas été porté. Et vous voyez en bas les pays où le masque est porté dès le début et où il est porté en fait en permanence pour des raisons culturelles, anti-pollution, mais aussi porté par la population, bien sûr. Et aussi, il est porté par obligation à partir du début de l'épidémie. Eh bien, vous voyez que en Espagne, qui est le pays le plus touché, vous avez eu 689 décès par million. En Italie, 481 décès par million. Pas de masque, pas d'obligation pour la population, tout du moins au début. Au Royaume-Uni, 431 morts par million. En France, 371 morts par million, ce qui est quand même considérable. Ça correspond à 24 000 morts quand même. Aux USA, 203 morts par million. Et en Allemagne, 80 morts par million, alors que c'est un pays, comme je vous l'ai dit, qui est préservé pour de multiples raisons, en plus de l'absence de l'événement déclenchant de départ. Maintenant, prenez Taïwan. Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, Singapour, c'est des pays qui déclarent tout leur corps et qui sont des pays très en contact avec la Chine. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été ensemencés. Eh bien, il y a eu 10 morts par million à Taïwan, 5 morts par million en Corée du Sud, 2 morts au Japon et 3,2 morts à Singapour. Toutes les personnes dans la rue portent des masques anti-postillons. Et comme vous le voyez, en France, en Allemagne, le meilleur pays, si je puis dire, 80, c'est-à-dire par rapport au Japon, 40 fois plus de morts qu'au Japon.
Eh bien, ça, pour moi, c'est une preuve que le masque doit être pris très au sérieux, non seulement dans les transports en commun, mais aussi à chaque fois qu'il y a un rassemblement, et ça pourrait limiter considérablement. Alors, sur ce petit schéma qui va être publié bientôt, et vous avez ici, vous comprendrez ici le problème du masque. Le masque FFP2, vous voyez, il protège à 95%. Il est très protecteur. Le masque chirurgical protège un peu moins à 80%. Le masque en tissu, il protège à 70%. Mais quand deux personnes portent le masque, donc le masque en tissu, ne vous protège pas bien vous, mais protège les autres. C'est un masque altruiste. Tandis que le masque en tissu, il protège quand vous portez tous les deux un masque en tissu et que vous discutez à 1 mètre de distance, vous êtes protégé à 90%, presque aussi bien qu'un masque FFP2. Eh bien, ceci est vraiment une indication, comme quoi encore pendant quelques semaines, non seulement dans les transports en commun, mais aussi à chaque fois qu'il y a un attroupement, quand vous allez dans un magasin, il faut porter un masque. Vous éviterez ainsi des nouveaux cas et peut-être quelques morts, beaucoup de morts. Les traitements, eh bien, écoutez, on a fait des gros progrès sur les traitements. On donne des anticoagulants et des anti-inflammatoires parce que beaucoup de patients font des embolies pulmonaires ou des embolies cérébrales. On donne les traitements antiviraux, on n'a rien. Faut le dire, il n'y a rien qui marche de façon claire. La chloroquine, c'est très contesté et on n'a pas de preuve que la chloroquine marche. Donc, on n'a pas d'argument pour dire que la chloroquine marche. La sérothérapie, il y a quelques publications qui disent que le sérum de patients convalescents a une certaine activité. Le mieux, c'est quand même la prévention. Alors, le BCG, il y a des essais en cours pour utiliser le BCG chez les personnes en Hollande et puis aux Pays-Bas, je veux dire, et en Australie, qui montrent chez les personnes exposées, personnel de santé, espérant avoir une protection. Et on n'aura pas de vaccin avant 1 à 2 ans, peut-être avant, parce qu'actuellement, il y a énormément de choses qui se font. Et tous ces traitements sont très difficiles à évaluer parce que très souvent les malades guérissent spontanément. Donc il faut se baser sur la mortalité et sur les formes sévères pour avoir une idée de l'efficacité. Alors ici j'ai rassemblé les quelques questions les plus souvent posées avant de faire un peu d'historique. Alors première chose, y a-t-il un danger à mettre mes enfants à l'école ? Je rappelle que les enfants sont épargnés pour des raisons inconnues du Covid. C'est totalement différent de la grippe où les enfants ne sont pas épargnés. Il n'y a pas de risque majeur pour les enfants de les mettre à l'école, surtout s'ils ont moins de 10 ans. On pense qu'ils sont peu contagieux. Ils peuvent être porteurs, mais ils sont peu contagieux car la contagiosité est liée essentiellement aux signes cliniques. Quand vous toussez, quand vous avez de la fièvre, vous toussez, vous éternuez, vous êtes très contagieux. Les enfants étant asymptomatiques, ils sont peu contagieux et ils auraient, ça ce n'est pas encore certain, une charge virale faible. Donc les enfants sont peu contagieux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas entraîner quelques cas secondaires, mais ce n'est pas la contagiosité d'un malade qui démarre sa maladie, qui dans les 3 premiers jours de cette maladie peut entraîner beaucoup de cas autour de lui. Un autre argument est un argument épidémiologique. On n'a pratiquement pas d'épidémie qui était déclenchée par des enfants. On a quelques cas qui ont été bien analysés, un cas dans les Alpes notamment, et les enfants ne déclenchent pas d'épidémie. Les épidémies, elles viennent plutôt, elles viennent d'adultes ou d'adolescents. Les adolescents sont assez contagieux, qui peuvent disséminer la maladie. Y a-t-il un danger de prendre les transports en commun ? Je réponds oui, il y a un danger, car la promiscuité est inhérente à ces transports. Là, il faut vraiment porter, c'est obligatoire, c'est une bonne décision de l'avoir rendu obligatoire, et ça, il faut absolument éviter d'avoir des personnes qui vous postillonnent dessus, et il est nécessaire de tenir une distance physique, je préfère dire distance physique que distance sociale, d'au moins 1 mètre, je dirais même 1,50 m si possible, et surtout de se laver les mains, et c'est-à-dire d'avoir du gel hydroalcoolique qui est distribué dans les stations, et de se laver régulièrement les mains, parce que si vous touchez quelque chose et que vous mettez vos mains à la figure, et on met en quelques minutes, on met plusieurs fois ses mains
à son visage. Les yeux peuvent être, la conjonctive peut être contaminateur, le nez et la bouche, bien entendu. Donc, il faut se laver les mains. Ça, c'est très, très, très important avec le port de masque. J'ai guéri du Covid, suis-je immunisé ou serais-je contagieux? Eh bien, Covid-19 entraîne une réponse immunitaire et va guérir, comme je le disais plusieurs fois, dans 85% des cas. Aujourd'hui, on considère qu'on est protégé d'une infection et qu'on ne propage plus le virus lorsqu'on a guéri du Covid. Quels sont les plus grands dangers de voir circuler le virus? Le virus peut se propager de personne à personne sans aucun signe clinique chez les porteurs sains. On ne sait pas le nombre de porteurs sains encore. On pense qu'il est de l'ordre de 20%. Lorsqu'il y a des contaminations autour de vous, c'est 20 à 30%. Si on fait des PCR systématiques, on a 80% ou 70% de gens qui font des signes cliniques et 20 à 30% qui sont porteurs. Ils sont peut-être pas très contagieux, mais ils peuvent disséminer le virus et on explique beaucoup d'épidémies comme ça. Quels sont les modes de transmission? Je rappelle que le mode de transmission principal, ce sont les sécrétions rhinopharyngées à l'occasion de la parole, de la toux et des éternuements. Le virus survit assez longtemps dans l'environnement et peut être transmis par les mains sales, lavage régulier des mains, et il se transmet pas par voie digestive. Vous ne risquez rien à acheter des fruits et légumes. Vous les lavez, il faut les laver, ça c'est important, mais vous ne risquez pas grand-chose car le virus n'est pas contaminant par voie digestive, même si on sait que dans 5 à 10% des cas, vous avez une petite diarrhée et qu'on peut retrouver de faibles quantités de virus dans les selles. Donc, il faut bien se laver les mains après avoir été aux toilettes. J'en ai presque fini. L'avenir incertain, les questions non résolues, le rôle des enfants dans la contamination, je vous ai dit, c'est probablement faible. Le nombre de porteurs sains, c'est probablement 20 à 30% des gens qui ont été contaminés. La contagiosité des asymptomatiques reste encore problématique. L'immunité des porteurs sains n'est pas connue. On pense qu'ils sont immunisés, mais on n'est pas connu. La durée de l'immunité, ça c'est la grande question, on ne sait pas. Et alors la question que tout le monde pose, est-ce que ça va disparaître, est-ce que ça va revenir? Alors là, l'histoire nous dit qu'il y a des pandémies qui disparaissent. On ne sait pas pourquoi. La plupart actuellement, je ne vis pas dans une boule de cristal. Il faut faire comme si on aurait une résurgence, je dirais, car le virus peut très bien passer l'été. Ça s'est vu dans d'autres épidémies. Dans un virus qui se propage pour la première fois dans une population qui ne le connaît pas, eh bien, c'est possible qu'il y ait des résurgences. Mais je suis dans l'ensemble plutôt optimiste. On aura peut-être des petites résurgences, mais après 2 mois de confinement, même si on a vu des débordements inadmissibles, mais compréhensibles sur les quais l'autre jour, eh bien, on peut penser quand même que les gens, moi je trouve que les gens ont été très disciplinés dans l'ensemble. La preuve en est les 84% de baisse du nombre de cas, donc il n'y a pas eu tellement de débordements, sinon quelques-uns, et que maintenant les gens font pratiquement extrêmement attention, et c'est une bonne chose. Une bonne nouvelle, c'est qu'il y a peu de mutations, car ce virus, contrairement à la grippe, a un système de réparation de ses acides nucléiques très efficace, et semble-t-il, il y a quelques variations, mais faibles, donc on n'aura pas probablement de virus très virulent, plus virulent, pardon. Et puis, pas de traitement antiviraux, j'espère que ça va arriver. Et puis, pas de vaccin pour le moment. Alors, un petit mot sur les maladies émergentes, le mécanisme. Pour qu'il y ait une maladie émergente, il faut 3 choses. Il faut une population vierge, si je puis dire. Alors, la population est très abondante, est très élevée, je veux dire. Nous sommes presque 8 milliards actuellement. Il y a une grande partie de la population du monde qui est malnutrie. Il y a beaucoup de comorbidités, beaucoup de maladies comme le diabète, même dans les pays en voie de développement, on a des taux de diabète dans certains pays en voie de développement de diabète de type 2 de l'ordre de 40% de la population. Et puis, il y a beaucoup d'immunodéprimés. À côté de ça, il faut un agent infectieux. Cet agent infectieux, il vient des animaux sauvages. Il vient des oiseaux,
pour le virus de la grippe, par exemple. Il vient des rongeurs pour le bacille de la peste, par exemple, ou bien ou d'autres. Il vient des primates, comme le sida, qui vient des primates, des chimpanzés, et puis il vient des chauves-souris, comme le cas du Covid, du SARS-CoV-2 dont nous parlons. Et puis il y a l'environnement. L'environnement, c'est la pollution, le changement climatique, les catastrophes naturelles et surtout le comportement humain. En fait, les maladies, la plupart des maladies dont nous souffrons, c'est des maladies qui viennent de notre comportement, de notre mobilité, de la façon dont on vit, de la façon dont on viole les environnements sauvages. C'est ça la clé de ces maladies qui apparaissent. Donc, vous voyez, les conditions de l'émergence, eh bien, du temps de l'hominisation, ces trois facteurs étaient assez éloignés les uns des autres. Les agents infectieux, on les rencontrait pas ou rarement. L'environnement, il était relativement préservé. Et la population haute, elle était extrêmement réduite, de quelques centaines de milliers. Au moment du néolithique, il y a eu un rapprochement de ces trois cercles, si je puis dire, et actuellement, dans la phase moderne, et on doit savoir que nous aurons régulièrement des épidémies que l'on contiendra parfois, ou des pandémies comme celle qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, depuis le XXe siècle, on a connu 3 épidémies de grippe, 3 épidémies au XXe siècle de grippe, en 18, en 57 et en 68, puis une autre épidémie de grippe qui a bien tourné, si je puis dire, en 2009, et on a connu l'épidémie de sida, auquel personne ne s'attendait, qui venait d'Afrique, contractée à partir des primates, des chimpanzés du Cameroun. On a eu l'épidémie de SARS, qui heureusement n'a pas donné suite. L'épidémie de MERS qui sévit encore, mais qui n'est absolument pas contagieuse. C'est le réservoir sauvage, si je puis dire, c'est les chauves-souris et le dromadaire, et puis l'épidémie de SARS dont nous souffrons aujourd'hui. Donc, vous voyez, on est un monde quand même où on n'est pas à l'abri de pandémie, et donc un grand message, mais je crois que cette fois-ci il est compris, c'est qu'il faut avoir quand même, il faut se prémunir, et il faut avoir des stocks et un système de santé particulièrement adapté qu'il faut renforcer, car depuis 10 ans, le système de santé avait été laissé un peu délaissé plutôt, et c'était pas acceptable. Alors, quelques mots du virus de la grippe, et j'en termine par là. La grippe espagnole 1918, c'est un virus tout à fait différent du coronavirus, mais non moins dangereux. C'est un virus enveloppé avec des spicules qui lui permettent de s'accrocher. Il a commencé en mars 1918 aux USA. On l'appelle espagnol uniquement parce qu'il fallait pas l'appeler américaine ni autre chose. L'Espagne était alors, n'avait pas de censure, et donc seuls les journaux espagnols parlaient de la grippe en mars-avril 1918, et donc on l'a appelé espagnol à cause de ça. Ça a été quand même une pandémie absolument terrible. À l'époque, il y avait 1,8 milliard d'habitants, et 80% de la population a été en contact avec le virus, soit 1,4 milliard de sujets transmis par voie aérienne, exactement comme le virus actuel. Le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de personnes malades, 50%. Le nombre de personnes symptomatiques, 800 millions. Et le taux de mortalité, beaucoup plus élevé que le coronavirus actuel, est de 2 à 4% contre 0,6 actuellement. Et voyez, on a eu entre 25 et 50 millions de morts. Certains parlent de 75 millions de morts, ça a été terrible. Et si on compare, alors qu'est-ce qui se passait? Nos soldats, les jeunes soldats, ils étaient pris d'une grippe maligne, exactement comme nos personnes âgées aujourd'hui. Et ils avaient ce qu'on appelait à l'époque la cyanose héliotrope, c'est-à-dire qu'ils cherchaient le soleil pour trouver, ils n'arrivaient plus, ils avaient leurs poumons détruits, comme on le voit sur cette peinture, et ils avaient une fièvre à 40, des frissons, et ils mouraient soit en 2 ou 3 jours, soit en 10 jours par surinfection bactérienne. Et à l'époque, on ne possédait ni oxygène, ni antibiotiques, on n'avait rien à l'époque. Et donc, on a eu une mortalité très, très importante. Et cette épidémie a évolué en 3 vagues. Une première vague à 0,1% de mortalité, bénigne. Je vous ai montré tout à l'heure une photo de convalescents qui étaient dans un camp militaire américain en 1918.
en mars. Ici, c'est à partir de septembre-octobre, 2 à 4%, il y a eu une mutation dans le virus. Le virus a muté et est devenu beaucoup plus virulent. Ça peut arriver, parfois la mutation entraîne une perte de virulence. Ici, c'était un gain de virulence. Et ensuite, on a une troisième vague à 1%, puis une perte de virulence. Et depuis, il est devenu le virus saisonnier. C'est le même virus, avec quelques modifications, qui sévit encore aujourd'hui, un descendant du virus de la grippe espagnole. Alors, juste un mot sur le problème du rassemblement. Alors, beaucoup de gens disent oh, c'est terrible, on ne peut pas se réunir à plus de 10, mais si on se réunissait à plus de 10, je vais vous dire un peu ce qui se passe. Et ça, je vous donne un exemple. En 1918, il en existe énormément. À chaque fois qu'il y a des rassemblements, il y a une épidémie. C'était la parade du 28 septembre 1918. Les scientifiques et épidémiologistes ne voulaient pas de cette parade qui était faite à Philadelphie pour avoir de l'argent pour soutenir l'effort de guerre américain pour envoyer les troupes en Europe, et en France en particulier. Eh bien, les politiques ont décidé de faire cette parade et il y a eu des centaines de milliers de personnes qui se sont réunies dans la rue pour cette parade. Je pense au match de foot, je pense à tout ça quand je vous montre cette photo. Eh bien, le résultat a été terrible. En 10 jours, il y a eu des centaines de milliers de patients et des centaines de morts. Il y avait tellement de morts qu'on n'arrivait plus à les ramasser à domicile. Et vous voyez ici une fosse commune, une photo d'une fosse commune où on mettait les morts, tellement il y en avait. Et il y a eu 4597 morts à Philadelphie en quelques jours. Vous voyez l'importance. Et je vous rappelle ces photos. Actuellement, à New York, on empile dans une île à côté de New York, on empile sur plusieurs rangées les cercueils des gens morts à domicile ou ailleurs, et en sorte qu'on puisse retrouver ces cercueils pour les inhumer par la suite. Et ici, c'est une file d'attente de dizaines de milliers de personnes qui avoinent, attendent pour avoir les cendres de leur, ça a été pris le 29 mars, les cendres de leurs défunts. Vous voyez, c'est vraiment une épidémie sérieuse. Ça, c'est une photo d'un camp en novembre 18 où on voit exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure à Wuhan, les patients qui sont mis comme ça. Et puis ça, c'est une église détruite qui, pendant la guerre de novembre 1918, on entassait les blessés et les patients dans ces lieux. Et donc, quelques photos, les masques, vous voyez, tout le monde portait des masques à Londres, et ici, c'est en Extrême-Orient, en Chine, en avril 1920. Et voici comment, en 1918, on regardait on allait au théâtre, vous voyez, et tout le monde portait un masque. C'est un peu étonnant. Et voilà, porter un masque, dit cette brave dame. Et je crois que c'est vraiment le message que je voudrais passer aujourd'hui. Ça, c'est en 1918 toujours. Des gens qui fabriquent des masques lavables. Et je conseille donc à chaque personne qui entend cette conférence de porter un masque anti-postillon qui protège les autres et qui vous protège quelque part, vous aussi, puisqu'on aura moins de cas de propagation de ce virus. Et voilà le problème du coiffeur. C'est terrible, le coiffeur, parce qu'on ne peut pas aller se faire coiffer les cheveux actuellement. Et vous voyez, on fait exactement la même chose aujourd'hui. Vous voyez, l'histoire se répète. Et juste le bilan de 1918, il y a eu 8 millions de morts, 8,5 millions morts en 1918. La grippe a tué 3 millions de morts, mais dans le monde, entre 25 et 73 millions de morts. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'ai été très content de pouvoir partager avec vous quelques connaissances sur le coronavirus, en espérant que je n'ai pas été trop compliqué et que vous m'avez suivi. Je pense que le message sur le masque est bien passé. Enfin, de ce que je vois autour de moi, les gens sont tout à fait conscients de ça. Après, le problème, c'est qu'on aimerait bien qu'il soit plus disponible des masques chirurgicaux autour de nous. Il faut acheter des lavables. Oui. Ouais. Alors, bon, c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas justement avoir le public avec toutes ces réactions, mais je peux peut-être me faire un peu l'interprète quand même pour poser rapidement quelques petites questions, parce que je pense que si vous étiez venu faire un exposé devant le grand public, vous auriez forcément eu des questions, et notamment, alors, on peut peut-être regrouper les deux. Moi, ce que j'entends autour de moi, des gens qui
qui suivent un peu sur les réseaux sociaux et tout ça, bien évidemment, ils parlent de la chloroquine et comme d'un médicament, alors parfois miracle, mais même sans aller jusque-là, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce produit? Et puis aussi du côté des Africains, on entend parler aussi de l'artémisia, une plante donc, qui a été promulguée, je crois, par le gouvernement de Madagascar notamment. Et je crois que les deux sont des médicaments, enfin des substances qui sont utilisées contre le paludisme. Si vous pouviez quand même en dire quelques mots et puis un petit peu de donner quelques éléments sur ce débat autour de ça. Oui, oui, absolument. Alors écoutez, l'hydroxychloroquine, d'abord. L'hydroxychloroquine, c'est un médicament antipaludéen qui est actif sur les virus in vitro. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'hydroxychloroquine dans une culture cellulaire contenant le virus Ebola, le virus de la grippe, le coronavirus actuel, vous les détruisez indubitablement. Et c'est dû au fait, on sait pourquoi, c'est parce que l'hydroxychloroquine agit à l'intérieur de la cellule, elle pénètre dans des petites gouttelettes et elle va empêcher la réplication du virus. Ça, c'est vrai, ça marche très bien. Bon. Et ça marche aussi sur Ebola. Et ça marche sur une bactérie, dans notre jargon, qu'on appelle Coxiella burnetii, peu importe. Cette maladie est traitée par la chloroquine, qui est le traitement de référence. Donc ça, c'est les données. À côté de ça, il y a Didier Raoult a utilisé l'hydroxychloroquine à forte dose, donc pas à la dose de 100 mg par jour antipaludène, mais à 400 ou 500 mg par jour, voire plus. Et il l'a utilisé en prenant en compassionnel, c'est-à-dire il dit, moi, je suis médecin et je suis d'accord avec ce raisonnement. Et j'utilise le traitement que je crois être le meilleur pour mon malade, à condition de lui demander son accord et de lui dire qu'il y a des risques, et qu'il y a des risques cardiaques en particulier, donc il ne faut pas l'utiliser chez certains patients. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais il faut bien comprendre qu'une maladie qui guérit à 85%, c'est extrêmement difficile de savoir s'il est actif si on n'a pas un groupe témoin. Donc, si vous utilisez la charge virale, par exemple, le virus, ce qu'a fait Raoult, il a suivi la quantité de virus excrété, puis il voit qu'il y a une chute quand il donne de la chloroquine. Mais comme il n'a pas de témoin, on ne sait pas si la chute n'est pas naturelle, et on sait que naturellement, il y a une chute en 3 à 4 jours. Et donc, le seul moyen de montrer que c'est actif, c'est d'avoir un groupe avec l'hydroxychloroquine et un groupe sans hydroxychloroquine, et de regarder la mortalité ou le nombre de cas sévères. C'est ça le seul moyen. Donc actuellement, il y a un travail chez les primates d'une autre équipe de Marseille qui montre que chez les primates, ça n'a strictement aucune action. C'est-à-dire qu'ils meurent de la même façon qu'ils aient de l'hydroxychloroquine ou pas. Alors donc, dans l'état actuel, il y a des essais un peu partout. Aucun essai publié ne montre une conclusion, nous permet de conclure que l'hydroxychloroquine est active. La difficulté, encore une fois, vient du fait que la maladie guérit spontanément. Donc, comment savoir si c'est efficace? Dans le doute, on peut en prendre, mais il y a une petite toxicité, pas énorme, mais si vous êtes cardiaque, il ne faut pas en prendre. Alors, ajouter l'azithromycine n'a aucun danger. Le même chose pour l'azithromycine, c'est des médicaments qui se concentrent dans les cellules et qui gênent la multiplication virale. Donc ça, c'est... Alors, pour l'artémicine, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. La communauté scientifique n'y croit pas, mais je n'ai pas d'argument, je ne peux pas dire oui ou non. Ce qu'on sait, c'est que pour l'Afrique est épargnée relativement. Mais on sait que, premièrement, il n'y a pas de vieux en Afrique. Et c'est les vieux qui meurent. Deuxièmement, ils sont polyparasités. Est-ce qu'ils n'ont pas une immunité spontanée non spécifique contre... Et troisièmement, ils ont été assez actifs et ils ont préconisé, par exemple le Sénégal ou d'autres pays, ont préconisé le port de masque, mais ils ont été ensemencés beaucoup plus tardivement. Donc attendons. Je suis quand même un peu étonné de leurs chiffres, mais attendons. Je souhaite que ce soit vrai et que ce serait une très bonne nouvelle. Parce qu'ils ont quand même 1,3 milliard d'habitants. D'accord. Et alors, j'avais une dernière question peut-être.
alors il y a peut-être que les scientifiques n'ont pas de réponse aujourd'hui, mais vous disiez donc en fait, il y a bien des choses qu'on ignore. Les pandémies, elles finissent parfois par disparaître sans laisser de traces. Mais enfin, en tout cas, le virus disparaît. Et en même temps, vous disiez que ce virus-là, par exemple, il n'y a pas de mutation. Vous disiez c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas comme la grippe. Bon, on pourra. Mais ce que je me demandais, c'est dans les causes du fait que donc l'épidémie peut s'arrêter. On nous parlait beaucoup de l'immunité collective de la population, de cette histoire de 60% de la population qui aurait eu le virus. Mais est-ce qu'il y a des aspects qui pourraient être justement sur l'évolution du virus, qui quelque part s'adaptent et deviennent un peu moins virulents? Est-ce qu'on sait des choses là-dessus en général? Oui, on sait des choses. Le virus, alors je vous ai dit, il n'y a pas de mutation parce qu'il n'y a pas beaucoup de mutations, je dis plus exactement, parce qu'ils ont un système de réparation. Ils mutent à peu près 5 à 10 fois moins que le virus de la grippe. Le virus de la grippe, tous les ans, c'est un virus presque nouveau. Il faut faire un nouveau vaccin avec le virus le plus récent avant. Il mute énormément et il n'a pas de système de réparation. Est-ce que celui-là en a? Mais on a quand même montré qu'il y avait une évolution du virus. D'abord, il y a une première évolution, c'est l'apparition du virus. C'est un virus qui s'est adapté peut-être au pangolin, mais plutôt à un autre intermédiaire inconnu. Il a franchi le mur, les espèces. Et puis, on sait aussi qu'il peut contaminer les animaux domestiques. Alors, les animaux, il ne faut pas faire peur aux gens. Les chats, les chiens ont été, il y a quelques cas de chats et de chiens, de visons aussi, qui ont été contaminés à partir de l'homme et qui sont peu contagieux en réalité. Donc, c'est un virus qui peut passer. Donc, et on sait aussi, par l'étude maintenant de dizaines de milliers de séquences, qu'il y a des groupes. La souche chinoise n'est pas exactement la même que la souche européenne, que les souches américaines. Enfin, on a toute une cartographie maintenant des virus. Mais grosso modo, ils ont la même mortalité partout. Les chiffres chinois ont été certainement minimisés pour des raisons politiques. Certains pays minimisent, comme le Brésil par exemple, minimisent le nombre de cas qu'ils ont pour dire qu'ils ont un très bon système de santé. La Russie a fait la même chose. Donc, il faut être méfiant sur les chiffres des pays démocratiques. J'y crois, sont fiables, parfois sous-estimés parce qu'on ne compte pas exactement la même chose, mais grosso modo, ils sont fiables. Donc, c'est des virus, là, on peut pas se baser sur la mortalité pour la virulence de façon absolue, mais on est presque sûr qu'il n'y a pas de grande différence de virulence actuellement. Ça peut arriver, mais pour le moment, on l'a pas vu. Il peut quand même muter, mais beaucoup plus faiblement que le virus de la grippe. Voilà, en gros, ce que je peux dire. D'accord. Donc, en fait, le principal facteur, là, ça reste quand même le confinement, le port du masque et toutes ces choses-là dont on parlait, quoi. D'essayer quand même d'être vraiment prudent par rapport à ces aspects. On va peut-être qu'il va disparaître cet été, mais il va peut-être continuer à exister et en plus, il y a une temporalité différente suivant les pays. Donc, il peut être réintroduit à partir de l'Afrique, à partir de l'Amérique du Sud. Et on voit que quand il est réintroduit, il peut donner des petites épidémies. Mais actuellement, on est beaucoup mieux équipé parce que, premièrement, dès qu'il y a un foyer, on a les moyens de PCR que nous n'avions pas, on a les masques, on a toutes sortes de choses, et on peut repérer les sujets contacts. Et en repérant les sujets contacts, on va arrêter le foyer épidémique. Donc, on est beaucoup mieux prémunis, et puis il y a une éducation de la population. Et je pense que la solution, c'est le vaccin. Dès qu'il y aura le vaccin, c'est fini. On aura l'immunité collective par le vaccin, parce que l'immunité collective, ça s'acquiert difficilement. Vous voyez, on n'a que 5%, alors qu'on a quand même eu 25 000 morts. 5%, bon, certaines régions comme l'Alsace, c'est plutôt du 20% d'immunité. Il y a 25 à 30%. Des études de séroprévalence, le nombre de cas séropositifs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont des anticorps, vont nous permettre de savoir mieux ce qui se passe. Et dès qu'on aura une immunité collective assez élevée, le virus disparaîtra. Mais alors pourquoi c'est si compliqué que ça finalement de faire un vaccin? Enfin, c'est une question bête, mais comment on pourrait expliquer ça simplement? Alors, si vous voulez, le vaccin, il y a une phase préclinique. Il faut d'abord, je vais vous en dire quelques mots. Je vais essayer d'être bref.
le vaccin, vous pouvez soit prendre le virus inactivé, c'est ce que font les Chinois, et vous avez un vaccin. Alors il faut le tester sur sa toxicité, il faut le tester chez l'animal pour voir s'il donne réponse immunitaire. Il faut le tester ensuite chez l'homme, c'est ce qu'on appelle une phase 1, c'est-à-dire qu'on prend des sujets normaux, on leur fait une vaccination, on regarde s'ils ont des anticorps. Et ensuite, il faut se tester sur la population. Faut-il un adjuvant, faut-il pas? Ça prend un an environ. Alors, avec ce virus, ça va peut-être être plus court. Ensuite, vous avez un deuxième moyen, c'est de faire un virus atténué. C'est-à-dire, vous prenez le virus, vous le manipulez génétiquement, vous lui enlevez un gène important pour sa multiplication, et vous avez un virus atténué. Par exemple, le virus de la rougeole est un virus atténué vivant. C'est très, très efficace en général. Donc ça, il y a des boîtes américaines, anglaises, chinoises qui font ça. Et puis à côté de ça, il y a un virus que prépare l'Institut Pasteur, qui est très astucieux. C'est un virus qui est le virus de la rougeole, le virus vaccinal de la rougeole. C'est un virus atténué. Vous rajoutez dans ce virus une partie du gène qui code pour la protéine spike, celle qui permet au virus de s'accrocher. Et là, vous n'avez pas de test de toxicité à faire pratiquement. Et vous chantez des étapes et vous pouvez, ils l'ont déjà fait avec Ebola. Ils ont pris une protéine d'Ebola et ça marche très très bien. Et ils l'ont fait pour un autre, pour le SRAS, la première version. Et donc ça, c'est un espoir parce que ça peut être un virus extrêmement efficace. Bon, donc un vaccin extrêmement efficace, vous voulez dire? Comment? Donc un vaccin extrêmement efficace. Un vaccin. Oui, d'accord. Excusez-moi. Donc il y aura un espoir. Très efficace. Il y a, je crois, 70 ou 80 essais vaccinaux qui sont en cours. Il y en a un en Angleterre, aux États-Unis. Le monde entier est dessus. Donc c'est pas aberrant d'imaginer qu'il pourrait y avoir un vaccin, je sais pas moi, à l'automne ou quelque chose comme ça? Alors il y a un vaccin on dit qu'il y aura un vaccin qui va être expérimenté dès l'automne en phase 3 en Angleterre, mais au Royaume-Uni. Mais il faut se méfier des effets d'annonce. Bien sûr. Raisonnablement, au printemps de l'année prochaine, on pourrait avoir un vaccin. Et à partir de ce jour-là, le monde devient comme avant. Il y aura encore beaucoup de choses à changer, mais bon, c'est un autre débat. Ce sera peut-être pire qu'avant par certains côtés. Quand même. Bon, mais merci beaucoup Patrick d'avoir consacré un peu de temps pour nous expliquer tout ça et puis cette belle présentation. L'année prochaine, je le ferai en live. L'invitation tient toujours parce qu'on avait fait l'invitation pour cette année, mais ça n'a pas... On prendra peut-être un autre sujet. Bien sûr, bien sûr. Alors on verra pour le sujet, ce sera peut-être pour nous parler de choses plus réjouissantes. Oui. Mais bon, c'est la vie. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.